Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce matin pour notre quatrième Delville Academy. Alors, pour ceux qui ne nous connaissent pas, quelques mots sur Delville Management, donc cabinet de management de transition pure player, créé en 2010 par Patrick Abadi. Nous sommes aujourd'hui une cinquantaine de collaborateurs. Nous sommes présents à Paris, à Lyon, à Lille, à Nantes, à Toulouse et à Munich. Aujourd'hui, nous avons pas loin de 150 missions en cours et nous aurons impliqué cette année 250 managers en mission. Au sein de Delville Management, nous avons un club de décideurs, le club Delville, constitué d'experts qui se sont portés volontaires pour partager leurs expertises auprès de notre écosystème dont vous faites partie. Et c'est ainsi qu'est née la Delville Academy. Et nous avons le plaisir de recevoir ce matin Karine Vinardi, bien évidemment membre du Club Delville. Karine est exécutive VP R&D et opérations chez Target. Elle est une industrielle expérimentée, plus particulièrement en R&D, dans les opérations et la supply chain. Et elle est spécialiste de la transformation des business internationaux et des organisations complexes. Elle va nous parler ce matin de l'excellence opérationnelle avec l'industrie 4.0, avec toutes les solutions digitales. Donc, comment combine-t-on les deux? Pendant cette intervention, je vous propose de poser vos questions dans la partie Q&R en bas ou en haut de votre écran et nous y répondrons a priori plutôt en fin de présentation. Maintenant, si vous avez besoin d'éclaircissements pendant la présentation de Karine, bien évidemment, nous répondrons à vos questions au fil de l'eau. Karine, je te laisse la parole. Merci Delphine. Donc bonjour à tous. Je vais partager mon expérience et mon expertise sur à la fois le lean, l'excellence opérationnelle et l'industrie 4.0, comment on combine les deux par le prisme Target, mais pas seulement. Les sujets lean, excellence opérationnelle, c'est des sujets sur lesquels j'interviens depuis une vingtaine d'années, à la fois en tant que manager et en tant que fonction support. Les sujets de l'industrie 4.0, c'est des sujets sur lesquels j'interviens et que j'aide à déployer au sein des entreprises depuis un peu plus de 10 ans maintenant. Voilà. Je vais vous parler en quelques mots de mon entreprise, parce que je n'ai pas fait de slide là-dessus, mais juste pour que vous sachiez à peu près le périmètre sur lequel j'interviens. Donc Target, c'est une entreprise française qui était avant, depuis 97, s'appelle Target, mais qui avant, pour ceux qui la connaissent, s'appelait Sommer. C'est une entreprise qui est spécialisée dans le revêtement de sol, à la fois commercial, résidentiel et sportif. C'est une entreprise qui fait à peu près 3 milliards de chiffre d'affaires, 12 000 personnes et qui a à peu près 33 usines. Et pour les industriels qui sont parmi nous, c'est une industrie de process, puisqu'on a à la fois du calendrage, du coating, de l'extrusion. On est plutôt une industrie de process. Voilà. Et le sol, on fait aussi bien du sol PVC que de la moquette et du bois. Donc, on travaille des matériaux qui sont aussi très différents. Donc, ça fait un peu plus de 3 ans et demi que je suis en charge de la R&D et des opérations. Et dans les opérations, j'ai une équipe qui est en charge de l'excellence opérationnelle et de l'industrie 4.0. Mes slides sont en anglais, mais évidemment, je vais continuer à partager parmi vous en français, ne vous inquiétez pas. Donc, la première des choses, donc j'ai 8 slides, hein, donc on aura largement le temps d'échanger à la fin. La première des choses que je voulais partager avec vous, c'est de quoi on parle. Donc, les deux protagonistes, c'est quoi le lean et l'excellence opérationnelle et qu'est-ce qu'on met derrière l'industrie 4.0, de façon à ce qu'on puisse parler de la combinaison tout en ayant bien clarifié quels étaient les deux protagonistes. Donc, quand on parle ou quand je parle de Lean, d'OPEX, je parle avant tout déjà d'un système de management. C'est un système qui est porté par les managers, par les leaders. Même s'il y a des experts dédiés, c'est avant tout un système managérial. Et c'est un système de performance, c'est-à-dire que le but est d'améliorer de façon durable la façon dont on réalise, dont on fait du business. C'est vraiment l'objectif de ce type de système. Alors pourquoi on appelle ça un système? C'est parce qu'il y a différentes composantes pour que ça fonctionne. C'est pas seulement un ou deux outils qui se baladent. J'ai essayé de vous partager avec vous quelque chose de très imagé pour que vous compreniez pourquoi on appelle ça un système. Donc, si je prends la première partie en haut,
dans un système d'excellence opérationnelle, Lean ou OPEX, peu importe comment on l'appelle, il y a des standards. C'est un ensemble de règles, de procédures, de méthodes, d'outils qui sont communs. Et alors, c'est pas seulement les standards, mais c'est la façon dont on les applique, dont on les manage, dont on les améliore, qui doit être clairement définie. Une fois qu'on a ces standards-là, on a un certain nombre de modules de formation à avoir, puisqu'en fait, il y a des standards qui sont simples, qui se suffisent à eux-mêmes et qui n'ont pas forcément besoin d'être associés à des formations. Il y a des standards qui sont un peu plus compliqués, donc il est nécessaire d'avoir des modules de formation qui peuvent être d'ailleurs, puisqu'on va parler du digital, qui peuvent être pour certains virtuels, puisqu'il y a une partie théorique qui s'apprend largement virtuellement. La grosse partie de l'apprentissage des systèmes OPEX ou Lean s'apprendra quand même sur le terrain et en pratiquant. Il y a un certain nombre d'éléments de langage à connaître. Éléments de langage, module de formation, on arrive à un ensemble de compétences à définir, qui peuvent être simples, enfin en tout cas, il y a un ensemble de compétences. Si on arrive à la partie du dessous, cette fois-ci, on a des supports dédiés. Alors les supports dédiés, ce ne sont pas les gens qui accompagnent les déploiements. Encore une fois, les gens qui accompagnent les déploiements, ça doit être les leaders et les managers. Mais on peut avoir besoin, pour aller vite, pour animer des chantiers d'accélération, pour résoudre des problèmes spécifiques, on peut avoir besoin de ressources dédiées, qui sont à mi-temps ou à plein temps et qui peuvent être soit internes à l'entreprise, soit externes à l'entreprise. Dans ce système, on trouve aussi des bonnes pratiques. Alors, qu'est-ce qu'on appelle des bonnes pratiques? Ce sont des bonnes applications, des trucs et astuces. Donc, quand on définit des standards, il y a, en fonction des contextes, des bonnes façons ou des trucs et astuces pour être encore plus efficaces. On trouve ces trucs et astuces qui peuvent être internes ou externes dans un ensemble de bonnes pratiques. Donc, en général, les bonnes pratiques, c'est alimenté par les gens qui appliquent sur le terrain et donc c'est alimenté par les opérationnels. Les 2 derniers éléments, un élément important quand même, c'est un tableau de bord parce qu'en fait, il faut avoir, un système de performance, on n'a pas besoin d'avoir des indicateurs de performance pour ce système, mais en tout cas, avoir des indicateurs de performance clairs, ça permet de mesurer si le déploiement du système de performance permet d'améliorer les indicateurs de performance. Si c'est pas le cas, il est grand temps de remettre en cause le système de performance en question. Les dernières composantes qu'on retrouve en général dans un système de management de la performance, OPEX ou Lean, ce sont on va dire des grilles d'évaluation. Je préfère parler d'évaluation à audit, puisqu'en fait, dans ces grilles d'évaluation, on va retrouver en général une façon d'évaluer où on en est, de quel point de départ on parle. Et c'est aussi dans ces grilles d'évaluation, si elles sont construites avec une roadmap, ça permet aussi de savoir où on se positionne et quelles sont les grandes étapes pour continuer à progresser. Ce sont les composantes qu'on doit retrouver dans un système, de management de la performance, quel qu'il soit, et c'est pour ça donc, vous l'avez compris, qu'on parle de système. Maintenant que j'ai parlé de ce qu'était un système Lean ou, excellence opérationnelle, je vais vous parler de ce qu'on met derrière l'industrie 4.0. Donc ce qu'on met derrière l'industrie 4.0, c'est la partie industrielle de ce qu'on appelle le digital en règle générale. Donc c'est des solutions digitales industrielles qui sont là pour maximiser la performance. Donc alors il y a pas de les académiques, les universitaires sont pas d'accord sur une façon de classifier ou de vous présenter, ce qu'on comment on pourrait décrire Industrie 4.0. Néanmoins, j'ai essayé pareil de faire quelque chose d'assez simple, mais vous pourrez trouver d'autres façons de les décomposer. On retrouve dans l'Industrie 4.0, 2 parties en fait. Une partie qu'on appelle data analytique, qui est en fait une partie, qui comprend tout le stockage, le triage, la combinaison, l'analyse, l'exploitation, on va dire très simple des données. Donc là, vous retrouvez l'intelligence artificielle, le cloud, les big data, et cetera. Et vous allez retrouver de l'autre côté ce qu'on appelle les data solutions, c'est-à-dire les solutions qui utilisent les données. Et là, vous allez retrouver un certain nombre de choses comme
la X réalité, c'est-à-dire la réalité virtuelle, augmentée, ou hybride. Vous allez retrouver les cobots, vous allez retrouver, la fabrication additive, et d'autres choses encore. Donc en fait, il y a ces 2 parties-là qu'on retrouve, dans l'industrie 4.0. Une fois qu'on a dit ça, comment on combine, ces 2 éléments? Alors je vais juste revenir sur un petit élément d'histoire assez rapide. Hem, Quand on parle de digital, on parle souvent d'automatisation. C'est-à-dire le digital permet de faire des choses à la place, de l'activité humaine. L'automatisation, c'est quoi? C'est l'utilisation de mécanismes ou d'outils pour réaliser une tâche. Il faut quand même prendre un peu de recul historique, c'est pas nouveau d'automatiser, c'est même très, très ancien. Les Japonais qui sont toujours extrêmement bons à formaliser les choses, quand des concepts existent, les premiers signes de formalisation, d'automatisation, elles remontent à 700 ou 800 ans. Et ce sont ce que les Japonais appellent le karakuri, c'est-à-dire des petits mécanismes qui utilisent la gravité ou la force humaine et qui permettent d'automatiser une tâche. Donc ces petits karakuri, on les retrouve encore aujourd'hui et ils ont toute leur place dans les entreprises industrielles. À l'heure où on parle de la RSE et on parle des enjeux environnementaux, éviter d'utiliser des sources d'énergie, de l'électricité ou quoi que ce soit, c'est quand même éviter d'utiliser, des sources d'énergie, c'est la meilleure moyen de faire des économies d'énergie. Donc c'est encore des façons d'automatiser avant de parler d'éléments digitaux qui ont toute leur place. De l'autre côté et à l'extrême opposé, où est-ce qu'on va aller? Il y aura certainement une prochaine révolution, industrielle digitale qui va être, impactée par, ce que va pouvoir nous proposer la physique quantique. Je répondrai à des questions à la fin sur ce sujet-là, s'il y en a et dans toute ma l'humilité que je pourrais avoir pour répondre sur ce sujet. Mais clairement, la physique quantique et les ordinateurs quantiques qui sont pas encore tout à fait prêts et à être commercialisés, très clairement, on sait que ce sera la prochaine révolution qui va nous impacter parce qu'on sera encore sur des ordres de grandeur en termes de capacité et de puissance de calcul qui seront complètement différentes de ce qu'on a aujourd'hui avec, l'intelligence artificielle. Entre les 2, on retrouve différentes, révolutions industrielles qui ont conduit à l'industrie 4.0. La première étant, ce qu'on pourrait appeler l'industrie 1.0 avec l'utilisation de la vapeur et des forces hydrauliques. L'industrie 2.0 avec, l'utilisation de l'électricité. L'industrie 3.0 qui était l'arrivée des premiers ordinateurs et des premiers robots. L'industrie 4.0, j'ai mis le R de révolution entre parenthèses parce que l'industrie 4.0, la plupart de ce que je vous ai parlé précédemment, y compris l'intelligence artificielle, ça a plus de 20 ans, 30 ans, voire même des fois 40 ans. C'est simplement, ce qui est possible aujourd'hui, c'est la puissance les puissances de calcul, les capacités de stockage qu'ont permis le cloud, qu'ont révolutionné la façon d'utiliser, on va dire, ces différentes solutions. Mais concrètement, il y a pas mal de solutions qu'on retrouve dans l'industrie 4.0 aujourd'hui, qui datent pas d'hier. Voilà, donc en général, j'aime mieux appeler l'évolution 4.0, mais certains parleront d'une révolution et d'industrie 4.0. Comment se positionne, l'excellence opérationnelle ou le lean, ici? Là, alors c'est pas facile, j'ai mis un bleu clair parce qu'il y a des composantes dans le système, d'excellence opérationnelle ou le lean qui sont en fait, qui datent d'il y a très, très longtemps. Le système proprement dit, la construction d'un système, qui permet, d'être efficace, elle date de l'après-guerre et elle a été formalisée encore une fois, les Japonais ont cette particularité et cette force de formaliser, d'être capable de formaliser les choses qui fonctionnent bien. Elle a été formalisée au Japon, elle a été, particulièrement divulguée par Toyota. Et elle a été mise en œuvre, on va dire, à peu près à l'époque où l'industrie automobile, donc à peu près en même temps que l'industrie 2.0, hem, dans un contexte qui est assez intéressant, qui est particulier et qui est intéressant à double titre par rapport à aujourd'hui, puisqu'en fait, le Japon, avant la guerre, c'était pas tellement réputé pour la qualité, à la fois de son service et de ses produits. Et en fait, le Japon d'après-guerre a voulu faire sa révolution, donc il voulait absolument
et notamment Toyota, au travers de l'industrie automobile, voulait absolument faire la différence d'un point de vue qualitatif et qualité de service, capacité à délivrer, dans un pays qui, après-guerre, était dévasté et qui avait une rareté des ressources, à la fois rareté des ressources humaines et rareté des ressources matérielles. Donc en fait, il y avait, dans ce qui a permis de construire, le système d'excellence, le Lean, il y avait derrière l'économie, c'est-à-dire la rareté des ressources. Il fallait pas gâcher, il fallait être capable de faire bon du premier coup et c'est ce qui a aussi conduit à ce système proprement dit. Donc voilà à peu près des éléments historiques, mais c'est important de les resituer. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, et vous le verrez j'ai 1 ou 2 j'ai 2 vidéos, il y a toujours la place pour la combinaison dont on va parler, même si on va parler de la combinaison, Lean, excellence opérationnelle avec Industrie 4.0. Il y a toujours aujourd'hui la possibilité de combiner, Lean et excellence opérationnelle avec des karakuris, avec des petites choses toutes simples utilisant, la force de l'eau et cetera, des robots aussi, donc en fait, les combinaisons, c'est pas seulement des combinaisons uniques, Lean, excellence opérationnelle et Industrie 4.0. Ju juste alors je recule, c'est pas ce qu'il faut faire, juste un point aussi, cette fois-ci, là, je vous ai fait un historique, mais comment, à quel moment, dans la combinaison, les éléments de l'Industrie 4.0 peuvent intervenir? Pour vous expliquer et pour partager ça, je vais revenir à comment on démarre une démarche Lean et excellence opérationnelle. Alors, c'est pas des démarches de coût, même si malheureusement, ça a été, très utilisé pour faire du cost cutting et évidemment, ça peut permettre d'améliorer les coûts, mais ça doit jamais démarrer par ça. La première étape de départ, c'est, la voix du client. Qu'est-ce que veut le client? Et moi, j'aime bien rajouter, c'est pas forcément comme ça que c'est communiqué, mais j'aime bien rajouter qu'est-ce que veulent les salariés? Qu'est-ce qu'ont besoin les salariés et qu'est-ce qu'a besoin l'entreprise? Une fois qu'on a combiné ces ensembles de voix, d'attentes, on doit être capable du coup de se dire, bah, c'est quoi les tâches, les processus qu'on doit mettre en place dans l'entreprise pour réaliser les attendus du client, des employés, de l'entreprise? Et c'est ce qu'on appelle à grosse maille les actions, les processus de valeur ajoutée, qu'on peut décrire sous ce qu'on appelle un CIPOC, c'est-à-dire on décrit très simplement c'est qui les suppliers, donc les fournisseurs, les inputs, c'est quoi le processus, c'est quoi les délivrables et c'est qui le client. Donc voilà, de façon très simple, il faut être capable de connaître dans l'entreprise les processus et les actions qui sont les actions de valeur ajoutée. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on a ça, bah, on va être capable d'identifier ce qui n'est pas de la valeur ajoutée. Alors ce qui n'est pas de la valeur ajoutée et la variabilité, on va dire, des temps de ces non valeurs ajoutées. Et ça, c'est ce qui va intéresser les démarches, Lean et excellence opérationnelle, puisqu'en fait, tout l'art du déploiement de ce système va être d'éliminer, de façon logique, ordonnée, cette non-valeur ajoutée qu'on appelle du gaspillage. Alors, dans les tâches de valeur ajoutée, pour illustrer, on va avoir, mélangé 2 ingrédients, on va avoir soudé 2 pièces et puis dans les actions de non-valeur ajoutée qu'on peut illustrer, très simplement, on va avoir le stockage, stocker, des composants ou des produits et on va avoir, bah, transféré, des produits, des pièces, d'un point A à un point B parce qu'on n'est pas capable d'avoir le point A et le point B qui sont l'un à côté de l'autre. Ça, c'est pour, l'illustration, très rapide de ce qu'on peut mettre derrière. Il y a quand même un petit bémol sur l'élimination des gaspillages, c'est que tous les gaspillages ne sont pas éliminables. Il y en a certains, qui vont être liés au fait qu'on a des normes et qu'on est obligé d'appliquer un certain nombre de normes. Donc on a des actions à faire dans l'entreprise, mais qui n'apportent pas directement de la valeur pour le client, mais qui vont être nécessaires. Et puis il y a aussi des gaspillages qui sont nécessaires à un instant T. Transférer, 2 pièces entre un point A et un point B, vous ne pouvez pas du jour au lendemain rapprocher 2 bâtiments quand ils sont éloignés l'un de l'autre, par exemple. Donc l'industrie 4.0, les solutions de l'industrie 4.0, elles vont pouvoir intervenir à 2 niveaux. Elles vont pouvoir intervenir, pour faire mieux des actions de valeur ajoutée, faire des actions de valeur ajoutée
en enlevant, on va dire, par exemple, le côté, pénible ou en les rendant plus faciles, plus simples, plus, user friendly comme on dit en anglais, à mettre en œuvre. Donc, de ce côté-là et puis on va avoir de l'autre côté des solutions de l'industrie 4.0 qui vont permettre de réaliser des tâches, heu, des gaspillages qu'on ne peut pas éliminer. Par exemple, le transfert entre, la manipulation ou le transfert, de pièces. Voilà, dans les illustrations. Quelque chose que j'ai pas forcément en vidéo, mais pour vous illustrer, par exemple, ce que peut faire l'industrie 4.0 dans l'univers industriel, certaines tâches qu'on a à faire, présentent, alors ça peut être des tâches, devant un PC, c'est-à-dire comment la digitalisation va rendre la tâche plus facile à mettre en œuvre, mais on a les exosquelettes qui ont été les éléments importants de l'industrie 4.0 qui permettent de réaliser une tâche tout en soulageant, les opérateurs, quand il y a une pénibilité liée à un poids, par exemple. Alors, je vous ai dit qu'on peut combiner les 2. Cependant, il y a juste dans l'ordre, et là, je vais insister là-dessus, la plupart des éléments digitaux, et notamment de l'industrie 4.0 nécessitent un minimum de prérequis, et donc d'application préalable, du lean et de l'excellence opérationnelle. Heu, Ces prérequis, ça va être d'avoir un standard de ce qu'on fait, c'est-à-dire, avant de digitaliser quoi que ce soit, on essaie de comprendre, quelle est la tâche à faire, pourquoi on doit la faire, comment elle devrait être faite, comment elle est faite, quels sont les problèmes, c'est-à-dire, un standard. C'est quoi les règles aujourd'hui qui existent? Et d'avoir un minimum d'analyse de ces règles, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui, doit être amélioré dans ce qu'on fait? Ça, c'est un des basiques. Le deuxième basique, c'est comprendre c'est quoi la performance qui est attendue, de cette tâche. Le troisième basique, ça va être d'être capable de résoudre des problèmes ou d'avoir on va dire, d'avoir défini comment on résout et comment on escalade les problèmes en cas de problème. Parce que quand vous commencez à améliorer un poste ou à digitaliser ou à mettre de l'automatisation, forcément, de temps en temps, ça fonctionne pas toujours comme on veut et il faut être capable de résoudre ou d'escalader les problèmes quand on en a. Ces prérequis, ça ne demande pas 10 ans, mais en fait, c'est des prérequis qui sont nécessaires. Alors, ils sont aussi doublement nécessaires parce que ça va permettre d'être plus efficace quand on va digitaliser. Mais le deuxième élément, et on reviendra à la fin sur les erreurs à éviter, ça évite de digitaliser ou de mettre en place des solutions qui pourraient être évitées, puisqu'en fait, on est juste en train de digitaliser des gaspillages. Il y a juste un petit élément d'exception, et ça va être ma première vidéo, c'est l'élément de gauche. C'est-à-dire que les automatisations toutes simples, qui n'utilisent pas de source d'énergie, qui utilisent la gravité, qui utilisent la force humaine, ces choses-là, on peut les faire en même temps. On déploie les systèmes de performance, les systèmes d'excellence opérationnelle. Avant de lancer la petite vidéo que je vous ai mis à droite, je vais juste vous expliquer en fait, ce que je vais vous passer en vidéo, c'est l'optimisation d'un poste qui a été fait. Alors, vous voyez la vidéo après cette optimisation, mais pour les besoins pédagogiques de la vidéo, vous allez voir qu'à droite, il y a une partie du poste qui n'a pas été optimisée avec ce qu'on appelle un petit karacuri, c'est-à-dire une petite automatisation manuelle. Et l'élément de gauche que vous allez voir après, vous allez voir que l'opérateur active une petite pédale, et cette petite pédale, elle ne fait absolument pas appel à des système d'automatisme, hydraulique ou quoi que ce soit, elle fait appel à des systèmes de contrepoids qui sont cachés à l'intérieur de la petite boîte. Et vous allez voir et vous verrez, observer, le dos, de l'opérateur, vous allez voir que le changement est assez radical entre la droite et la gauche. Donc qu'est-ce qui s'est passé? On a pris un poste, on a pris le standard de ce poste, on a analysé ce poste et en même temps qu'on a amélioré ce poste, on a mis en place donc on a combiné à ce moment-là, une petite automatisation très simple avec, le lean et l'excellence opérationnelle. Donc je vais essayer de lancer ma vidéo, hem, pour, que vous voyez de quoi je parle. Donc là, vous avez le poste de droite avec un dos qui est bien penché et il prend une plaque de ce qu'on appelle de la LVT, hein, donc et vous allez voir, à gauche, il appuie sur une petite pédale pour faire le même geste, soulever le plaque et là, le dos reste bien droit.
il a le paquet qui remonte automatiquement et en une seule fois. Donc, vous voyez que le geste à gauche était beaucoup, beaucoup, beaucoup plus ergonomique et beaucoup plus simple pour l'opérateur que le geste de droite. Je vais arrêter ma petite vidéo. Maintenant, qu'est-ce qui se passe sur les autres sujets? Eh ben, les autres sujets, et je vais vous montrer une deuxième vidéo pour la partie gauche. Les autres sujets, ben, c'est en fait, il va falloir mettre les fameux prérequis dont je vous ai parlé, très simples. Et une fois qu'on aura défini que l'automatisation, et notamment pour l'industrie 4.0, les solutions digitales sont appropriées, et à ce moment-là, on pourra les mettre en œuvre. Donc là, la deuxième vidéo, c'est une vidéo qui concerne un cobot. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc dans ce poste a fait l'objet d'une analyse, donc on a regardé ce qu'il y avait à faire. Il a fait l'objet d'une première amélioration. Vous voyez, il y a un petit plan incliné qui va amener les paquets. Mais on avait toujours un opérateur qui devait prendre des paquets relativement lourds pour les mettre sur une palette. Donc vous allez voir ce que fait le petit cobot. Je vous laisse imaginer quand un opérateur fait ça, ne serait-ce que 2 ou 3 heures, ce que ça peut donner en termes de traumatisme pour le corps humain. Donc là, on était typiquement sur une tâche qui n'était pas, qu'on ne pouvait pas éliminer, en tout cas à ce stade. Qu'est-ce qu'on a fait? On a analysé les temps, en fait, la rapidité de la tâche, et alors, je ne peux pas vous expliquer tout le détail, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est le cobot qui était la solution la plus appropriée. Et le cobot, qu'est-ce que c'est? C'est pas un robot, c'est beaucoup plus simple, plus petit qu'un robot. C'est beaucoup plus facile à programmer. C'est pas fixé au sol, donc ce que vous allez voir là, demain matin, vous en avez besoin dans une autre partie de l'atelier, vous pouvez déplacer ce cobot. Et l'intérêt aussi qu'on avait, c'est que dans le cas présent, c'est pas un robot collaboratif, il collabore pas, mais en tout cas, on n'avait pas besoin de mettre de protection autour. Donc en fait, c'est relativement peu, ça prend très peu de place à installer. Donc là, je vais vous lancer la deuxième vidéo pour vous montrer, pour certains qui n'ont peut-être pas vu de Kobo, de quoi on parle. Donc là, vous allez voir arriver le petit paquet terminé d'LVT, donc les fameuses dalles, et le petit Kobo vient faire ce que faisait l'opérateur. Il vient prendre des boîtes et il vient les poser. Et pour programmer un cobot, en règle générale, c'est une journée, donc maximum. Un étudiant avec une petite procédure est capable de vous faire ça. Vous voyez, ça prend très peu de place dans le cas présent, et il a remplacé une personne, certes, mais il a remplacé une personne sur une tâche qui était extrêmement pénible et sur lesquelles on avait énormément d'absentéisme et de turnover. Voilà. Donc là, je vous ai illustré un petit peu la façon dont on les combine. Donc, un des derniers éléments que je voulais partager avec vous, c'est la façon dont on les priorise. Parce qu'une fois qu'on s'est mis d'accord, qu'on sait, on va dire, un peu presque, on va dire, qu'on a la liste des solutions qui sont possibles, on va pas toutes les idées sont bonnes, et quand on parle d'industrie 4.0, il y a toujours plein de choses à faire, y compris en dehors de l'industrie 4.0, le digital, on a toujours plein de choses à faire. Maintenant, l'intéressant, c'est de savoir qu'est-ce qui fait sens et qu'est-ce qui fait sens de démarrer. Donc, en général, pour le faire, la façon la plus simple, c'est d'utiliser ce qu'on appelle la matrice de priorité, qui est issue de la matrice Eisenhower. C'est quoi? C'est en fait, vous allez prendre les impacts business les plus importants pour vos clients, pour vos employés, pour l'entreprise. C'est un petit peu qu'est-ce qui va impacter le plus, qu'est-ce qui impacte et qu'est-ce qui va impacter le plus vos clients, vos employés et votre entreprise. De l'autre côté, vous allez regarder qu'est-ce qui est le plus facile à mettre en œuvre d'un point de vue temps, argent, ressources, risques. Donc, c'est sûr que les solutions, il va falloir faire un peu d'analyse derrière pour savoir, pour avoir quelques éléments autour de ça. Et puis, vous allez du coup classer ces solutions et croiser vos besoins avec ce que peuvent vous proposer un certain nombre de solutions. Le but étant de démarrer en premier par rapport avec celles qui ont un fort impact et qui sont faciles à mettre en œuvre, donc les 1, 2 et 3, le cœur qu'on voit en haut à droite. Pourquoi? Parce que quand vous faites ça, vous mettez en œuvre en premier ce qu'on appelle les quick wins. Et l'intérêt de mettre en œuvre en premier ce qu'on appelle les quick wins, c'est que c'est pas seulement d'avoir des gains rapides, c'est que vous allez vous motiver, vous dire: «Ah bah, ouais, en fait, tout ça, ça marche». Donc du coup, vous allez motiver vos équipes à s'engager, à faire des choses un peu plus compliquées,
qui seront quand même intéressants parce qu'en règle générale, on peut arriver à faire des choses avec un fort impact, mais qui prennent un peu plus de temps et qui vont nécessiter de prendre en compte un peu plus de compétences, d'avoir un et donc ces choses-là pourront être organisées en parallèle. Voilà, donc je vais, vous par alors dernier élément, excusez-moi, quand vous faites ça évidemment comme toute démarche alors cette matrice s'applique pas seulement à ce que je viens de vous dire, elle peut s'appliquer dans beaucoup de choses et ces solutions, quand vous allez les mettre en œuvre, évidemment, il faudra les mettre en œuvre dans une démarche assez logique de pilote, proof of concept, proof of solution. Vous validez que le concept fonctionne, vous validez que la solution répond à ce que vous attendez, vous testez, vous apprenez et seulement après, vous copiez et vous mettez en œuvre la solution à d'autres endroits. Alors, pour vous donner je vais vous illustrer ce qu'on a fait, en 2020, dans mon entreprise quand on a démarré. On n'a pas démarré il y a si longtemps, mais, on a démarré quand je suis arrivée. On a pris toutes les solutions, qu'on avait mis dans le petit cœur là et en fait, ce sont les solutions qui nous ont, et dans le petit cœur et juste en dessous, qui nous ont permis de nous dire: «Bah, voilà, on va mettre, on va travailler, sur, un plan d'action court, moyen et long terme». Il peut y avoir d'autres solutions, qui sont envisageables, qui sont en dehors du cercle rouge, qui sont possibles, et sur lesquels, ben, on va dire: «Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui?» On n'a pas encore plan de mise en œuvre, mais on fait de l'analyse. On les teste, on peut les tester en laboratoire, par exemple, ou à plus petite échelle, mais on n'est pas encore dans les mises en œuvre et il y a des solutions de l'industrie 4.0, par exemple, dans mon entreprise aujourd'hui, où on est en ce qu'on appelle en techno watch, en veille. On sait qu'elles existent, elles sont potentiellement pas encore dans notre petit cœur ou dans les choses à fort impact, mais la technologie évoluant, il faut les garder dans notre radar, donc elles sont dans notre radar de veille technologique. Et quand on a fait ça en 2020, bah, ça nous a permis de se faire un petit radar. Alors c'est pas un catalogue où on s'est dit: «Bah, ça on le met partout», mais ça vous donne une idée de ce qu'on a commencé à sélectionner et de ce qu'on a, eu dans notre plan au début quand on est parti. Donc on a aujourd'hui des exosquelettes, on a nos 1 cobots. Alors encore une fois, on n'a pas mis ça sur 33 usines, donc vous imaginez qu'il y a une logique, c'est-à-dire les usines qui avaient travaillé, qui étaient déjà avancées en excellence opérationnelle sont en règle générale celles qui ont été les mieux préparées et qui ont démarré. Mais on a, par exemple un cobot ou quelques cobots qui ont tout à fait trouvé leur place dans des usines qui n'étaient pas forcément avancées en excellence opérationnelle, mais qui avaient des postes complètement similaires à ceux sur lesquels, par exemple la vidéo que je vous ai montrée avant, on a fait l'objet d'une transversalisation, au niveau du groupe. Dernier élément de partage avant de vous laisser la place aux questions, heu, c'est les écueils d'expérience à éviter. Les écueils, depuis un peu plus de 10 ans que pas seulement chez Tarkett, mais ailleurs, j'ai pu, mettre en place ces solutions, accompagner la mise en œuvre de ces solutions. Le premier gros écueil à éviter, c'est d'éviter de digitaliser du gaspillage. Avant de digitaliser, se poser vraiment la question de: «Est-ce que c'est une tâche de valeur ajoutée ou est-ce que c'est un gaspillage?» Et si c'est un gaspillage, est-ce qu'on n'a pas vraiment la possibilité de l'éliminer avant de mettre en place une solution digitale? C'est vraiment, vraiment, très souvent, quand les solutions digitales ont déjà été mises en œuvre dans certaines entreprises que je visite, vous posez 3-4 questions et en 3-4 questions, vous vous rendez compte que les gens ont digitalisé quelque chose qui aurait pu être éliminé. Un peu dommage parce que tout ça, ça coûte du temps, de l'énergie et en règle générale un petit peu d'argent également. Digitaliser du management au lieu d'aider les leaders à manager. Ça, c'est aussi des choses qu'on voit souvent et avec les tablettes, on le voit beaucoup. Les gens mettent des tablettes dans les mains de tout le monde sous prétexte que les gens ont un téléphone portable. Il faut que l'utilisation de la tablette aide le manager dans son action managériale, mais on ne doit pas digitaliser le management. La tâche de management en elle-même, elle a toute sa place en interaction humaine. Il y a quelques erreurs qui sont faites avec, des gens qui sont très contents de mettre des beaux tableaux avec, où il y a plein d'indicateurs, et où à la fin on voit plus rien. Un vrai tableau de bord, bien fait, ça ressemble un peu à un tableau de bord de voiture. Vous n'avez pas 50 indicateurs, vous avez les indicateurs dont vous avez besoin et si vous avez besoin de savoir si vous avez besoin, il y a un pneu qui est dégonflé, il y a un problème de surchauffe, on vous alerte. Mais c'est comme ça que ça doit fonctionner avec un tableau de bord.
Donc l'inverse d'un petit peu la photo que vous avez au milieu, où vous avez des tableaux de bord, où vous avez plein de choses, mais en fait, vous ne suivez rien parce que vous en avez trop. Donc digitaliser le management, ça c'est le deuxième erreur à éviter. Le troisième, c'est tout collecter. À l'heure de la data, où la data, entre guillemets, coûte pas très cher, mais ça coûte quand même cher à la planète. On doit être un peu focalisé sur ce qu'on collecte. Et il y a encore beaucoup d'entreprises qui collectent tout, mais qui n'exploitent quasiment rien de ce qu'elles connectent en termes de data. Donc, se poser la question sur la data dont on en avait besoin pour mettre les solutions en œuvre. Créer des usines à gaz, ça, c'est assez facile de le faire dans l'industrie 4.0 dès qu'on s'occupe et qu'on utilise des solutions digitales. Le dernier point que je partage, et c'est notamment mes 2 petites photos de droite, c'est quand on commence, par exemple, à mettre en place des cobots, ne pas hésiter à prendre en compte le fait que les gens n'ont pas l'habitude de collaborer avec des robots, parce qu'un cobot, c'est un collaborative robot. Donc là, vous le voyez sur celui d'en dessous, c'est vraiment là, moi, je vous ai montré un exemple où il est tout seul, mais en règle générale, le cobot travaille avec l'opérateur. C'est pas simple, certains ont peur, donc il y a une dimension un peu sociale et humaine à prendre en compte quand on met en place ces choses-là. Et le sens qu'on donne le pourquoi on utilise un cobot, un robot, un élément digital sera aussi extrêmement fort. Voilà, à ce stade, le premier élément de partage, et je suis impatiente de savoir les questions que vous pouvez avoir. Merci Karine. Donc effectivement, place aux questions. Donc, je donne la parole à Nathalie Lautour. Bonjour à tous et merci à toutes vos questions que nous allons adresser à Karine. La première étant, quels sont les aspects environnementaux dans l'OPEX Lean Management? Alors, excuse-moi, au moment où j'ai pas entendu le début. Pardon, quels sont les aspects environnementaux dans l'OPEX Lean Management? Alors déjà, le premier élément environnemental, c'est d'éviter d'utiliser, de gaspiller, parce que je reviens sur ce que j'ai dit au début, le meilleur moyen de s'occuper à la fois de la planète et des gens. La planète, c'est d'éviter de gaspiller la matière, les sources d'énergie, et ça fait très clairement partie de la façon d'approcher le lean ou l'OPEX au début, c'est-à-dire d'éliminer toutes les sources de gaspillage. Deuxième élément qui est plutôt les personnes, parce que dans le RSE, il y a les personnes, c'est de faire en sorte que les tâches qu'on a à faire, on élimine la pénibilité de ces tâches. Et ça fait partie, quand on analyse les gaspillages, il y a beaucoup de gens qui réduisent le lean ou l'excellence opérationnelle au gaspillage type un stock. Tous les stocks ne sont pas des gaspillages, entre parenthèses. Mais en fait, dans le gaspillage, il y a les tâches inutiles qui servent à rien et qui démotivent les gens. Il y a les tâches qui ne sont pas ergonomiques et qui ne provoquent des douleurs. Ça fait partie des gaspillages à éliminer et c'est vraiment le cœur du système du lean, d'excellence opérationnelle. Donc, il y a les deux aspects, économie des ressources, économie d'énergie, et il y a les aspects s'occuper des gens et de leur confort. J'ai souvent discuté avec des ergonomes, le dernier point, et l'ergonomie au service de la performance, ça fonctionne très bien. Les gens qui font des tâches et qui n'ont pas de douleur, qui font des tâches le plus ergonomiquement possible, sont très performants. C'est pas incompatible. Merci Karine. Alors, vous avez utilisé le terme de VSM. On nous Oui. demande la signification de VSM. Alors, VSM, c'est cartographier Value Stream Mapping. Donc, en fait, quand j'ai montré mon petit, si je reviens, quand j'ai montré le petit, c'était dans le slide où je montrais voilà, c'était ici, mais en fait, j'avais une petite animation, donc je vais me remettre dessus. En fait, quand on décrit les processus, en règle générale, on décrit tout. Et ce qui se passe, c'est que vous allez mettre en vert ce qui est des tâches de valeur ajoutée et vous allez mettre en rouge ce qui sont des tâches de valeur ajoutée. Et ce mapping, l'état des lieux, on appelle ça un value stream mapping. Et en fait, la démarche, c'est qu'une fois que vous avez fait l'état des lieux, vous allez définir la cible et vous allez définir comment vous allez éliminer ces gaspillages. La démarche qui est derrière l'élimination de ces gaspillages, quand on cartographie ces flux, c'est écrire ça de façon très simple avec des petites icônes. Ça s'appelle une value stream mapping. Merci Karine.
On nous demande également, dans le cadre de la mise en place d'une démarche d'un programme Lean, quel est le rôle de la communication tant en interne, c'est-à-dire auprès des équipes partenaires et partenaires sociaux, qu'en externe auprès des clients et des partenaires? Alors, à l'externe, ça peut être une demande des clients. Par exemple, moi, j'ai travaillé dans l'aéronautique il y a un peu plus de 10 ans et les clients étaient en demande que leurs fournisseurs mettent en place les démarches. Donc, la question ne se pose pas de est-ce que le client quand c'est un client B2B, hein, le client était demandeur. Euh, je pense que vis-à-vis du client, quand c'est pas un client industriel lui-même demandeur, je pense qu'avant d'en parler, il faut faire. Parce que le client, il faut mieux qu'il constate l'effet de démarche Lean et OPEX que vous mettez en place à l'intérieur de votre entreprise et qu'il vous dise: «Bah, tiens, le service c'est vraiment augmenté et c'est vraiment amélioré». C'est-à-dire que vous posez la question à votre client au travers de la performance que vous lui délivrez et lui-même se rend compte que vous êtes amélioré et quand il y a ce constat, là, vous pouvez lui expliquer qu'est-ce que vous avez fait derrière et comment vous avez engagé ça, que de parler de ces démarches Lean à votre client, heu la seule chose que vous pouvez faire vis-à-vis de votre client, c'est clarifier la voix du client. C'est-à-dire être sûr que ses attentes et ça, vous n'avez pas besoin de lui dire que vous faites ça dans le cadre d'une démarche en ligne ou OPEX. En fait, quand vous faites un point, peu importe dans quel service vous êtes, il y a toujours un moment où vis-à-vis de son client, on fait un point annuel ou et cetera, où il y a un moment où on prend un peu de recul. C'est toujours le moment pour, demander si on répond bien aux attentes, comment on répond aux attentes et cetera. Donc ça mais en fait, parler des démarches qu'on met en place, je pense que la façon la plus, simple et la plus efficace de le faire, c'est d'en parler quand les clients commencent à ressentir l'effet. Quand c'est des clients externes, hein. En communication en interne, c'est essentiel et c'est essentiel d'expliquer pourquoi on le fait. La première élément, c'est le pourquoi. Quand les entreprises n'ont pas engagé ce type de démarche, c'est sûr que la première fois qu'on les met en place, il faut expliquer le pourquoi et expliquer le comment. Surtout sur le Lean et l'OPEX, parce que les gens vont taper, ils vont faire Google. Il y a, tout et n'importe quoi qui a été fait sur le sujet. Il y a même des gens qui pensent qu'aujourd'hui, il n'y a plus besoin de le faire parce que tout a été fait, alors que c'est loin d'être le cas, y compris il y a toujours, pour vous dire que Toyota, qui est une des entreprises les plus industrielles, les plus efficaces, ils n'ont pas supprimé leurs équipes qui déploient ce système aujourd'hui et ça fait, plus de 60 ans, 70 ans que ça s'est mis en place. Mais, je pense qu'il y a le pourquoi et le quoi et après les différentes étapes, à la fois de la communication qui va vers les gens, mais à la fois la communication qui permet aux gens de dire comment ils vivent les choses, ça va être essentiel. Merci beaucoup. Et alors, dans la continuité de cette question, on nous pose la question suivante: comment gère-t-on le changement de ce type de programme et comment motiver et intégrer les équipes dans ces démarches? Alors moi je vais vous donner un exemple, très concret quand, j'ai travaillé il y a très longtemps dans le groupe Peugeot Citroën et on a mis en œuvre ces démarches-là dans des points de vente. Des points de vente, c'est-à-dire des concessionnaires automobiles, alors qui n'avaient jamais entendu parler du Lean et puis qui pensaient d'ailleurs que ça ne s'appliquait pas à eux, hein, donc quand on a démarré ce type de démarche avec eux, on a fait typiquement cet exercice-là. On est parti en disant: «On est là pour quoi? On est là pour servir le client, s'assurer que les salariés font leur travail dans de bonnes conditions, qu'il y a une bonne ambiance de travail et cetera et qu'on répond aux enjeux de l'entreprise». OK, on a clarifié tout ça. Et après, alors à l'époque, on a fait un mapping, on a fait un mapping avec les gens. C'est-à-dire que, on a eu une ou 2 personnes qui sont venues faire le mapping et on a fait un mapping avec les deux trois techniciens, vendeurs pour se dire: «C'est bien ça votre vie ma vie». C'était la vie ma vie de mon processus, on a décrit ça et on a fait tout ce travail-là, et en fait, c'est eux qui nous ont aidés à dire: «Bah oui, on fait ça. Ah oui, bah ça, oui, bah ça, on le fait parce qu'on n'a pas le choix. Ça, on le fait, mais ça sert à rien, mais un tel en a besoin». Et on a fait tout ce travail-là ensemble et une fois qu'on a fait tout ce travail-là ensemble, là, volontairement, je vous explique un exemple avec des gens qui partaient de complè et on s'est mis d'accord sur où on va aller, comment on allait éliminer les gaspillages, ce qu'ils pouvaient faire tout seuls, là où ils avaient besoin d'aide, le planning qu'on allait se donner, comment on allait vérifier que c'était efficace et on a fait ce travail-là ensemble, voilà, de façon au rythme où, le concessionnaire automobile qui a pas un concessionnaire automobile, par exemple, il y a pas de ressources qualité, enfin, il y a, il y a pas de fonction support. Donc c'était un parfait exemple pour moi parce que derrière, les seuls qui pouvaient porter, c'était les gens qui faisaient.
Donc, on ne pouvait pas aller plus vite que leur capacité de digestion. Et ça a marché. Ça a marché, ça fait partie, à l'époque, moi je vous parle de choses qui ont plus de 15 ans, et il y a les concessions automobiles qu'on avait lancées, notamment, ont très bien passé la crise et ont amélioré leur qualité de service. Alors c'était un des éléments sur lesquels ils avaient été assez surpris. C'est, voilà, chez un concessionnaire automobile, les 2 éléments qui étaient intéressants pour eux, c'était garder la marge, parce que la marge est toute petite, c'est pas des grosses marges, et le deuxième élément, c'était d'être capable d'être les mieux classés parce qu'il y a des rankings dans la qualité de service. Donc le gros sujet, c'était les qualités de service. Donc vous voyez, on adapte le besoin. Dans ce cas-là, ben, on n'aurait pas eu la même chose si on avait fait ça, dans une usine ou dans un autre environnement. J'espère que j'ai répondu à la question. D'accord, merci Karine. On nous demande également si vous avez appliqué la méthode Lean aux dépenses d'énergie. Alors, avec ce que je vous ai dit au début, oui, et on la revisite. Parce qu'en fait, quand vous avez fait le travail de regarder si, alors, dans les dépenses d'énergie, oui, parce qu'en fait, ça fait partie, quand on parlait des gaspillages, quand on va regarder les consommations d'énergie, tout ce travail-là, quand vous le faites une fois, il ne s'agit pas de le faire une fois, on le revisite tous les ans, on va dire. Dans la démarche de gaspillage, si on adresse les gaspillages correctement, on va retrouver comment on peut, on va dire, consommer moins d'énergie, est-ce qu'il faut installer, changer un élément du système de chauffage, etc. Ça ne fait pas partie, là où le Lean va intervenir, c'est d'aider à être sûr qu'on liste bien les gaspillages, qu'on les priorise, qu'ils entrent bien dans la matrice de priorité. Vous voyez on est bien, on a toujours plein de choses à faire dans une usine ou dans un département. Ce que va aider la démarche Lean vis-à-vis de l'énergie ou d'autres sujets, mais si on prend l'énergie en général, c'est s'assurer que la source de gaspillage d'énergie, elle est bien identifiée, que dans la liste des priorités, ça fait du sens d'adresser celle-là et qu'on a les moyens de le faire. Donc ça va être là les gros enjeux de la démarche. C'est de la mettre bien dans le radar au bon moment et dans la logique qui va bien. D'accord, merci. Autre question, quelle différence entre amélioration continue et excellence opérationnelle? C'est une bonne Mm, question. Alors très l'amélioration bonne. continue fait partie de l'excellence opérationnelle. Alors je suis pas revenue parce que je pouvais pas, mais il y a des gens qui confondent un peu, dans un système d'excellence. Alors quand on s'améliore, c'est pour être simple, hem, quand vous avez un standard, on va repartir sur la règle. Un standard, c'est comment je fais une tâche à un instant T pour obtenir un résultat qui est, voilà, je fais une tâche et quand je fais cette tâche, j'obtiens 10. Je suis capable de faire, je sais pas, de fabriquer 10 pièces. Tant que je fabrique 10 pièces, ben, et que je fais cette tâche, tout va bien. À un moment donné, la mayonnaise, enfin, il y a un problème dans le mécanisme, j'arrive pas à produire 10. Ça, c'est un problème. Donc la résolution de problème, ça va être de revenir ce qu'on appelle le nominal, c'est-à-dire ma capacité à faire 10. Ça, c'est pas de l'amélioration continue, c'est la résolution de problème. J'ai une tâche qui doit me permettre de faire 10, j'ai un problème avec ma machine, j'ai un problème d'outil, etc. Je résous mon problème, ça c'est de la résolution de problème, et je suis de nouveau capable de faire 10. Ça, c'est pas de l'amélioration continue, c'est je reviens au nominal. Maintenant, je suis capable de faire 10 aujourd'hui, mais je voudrais être capable de faire 20. Ou je voudrais être capable de faire 30, de multiplier par 3. Ça, c'est de l'amélioration de rupture. Donc pour faire 30, en règle générale, il va falloir que j'innove. Vous voyez? Donc il va falloir que je fasse une amélioration de rupture. Mais si je veux faire 12 ou 13, ben, c'est de l'amélioration continue. Donc il va falloir que je fasse une action pour faire ce 12 ou 13. Toutes ces 2 formes d'amélioration, l'amélioration continue, l'amélioration rupture, la résolution de problèmes, ces trois mécanismes d'amélioration, de management, on va dire, ça fait partie de l'excellence opérationnelle. En fait, mais il y a des gens qui, historiquement, ont réduit le lean ou l'excellence opérationnelle à l'amélioration continue. Mais en fait, vous voyez, avec l'exemple que je vous ai donné, la résolution de problème, qui n'est pas de l'amélioration continue, c'est juste revenir à ce que je devrais être capable de faire. Ça fait partie aussi des démarches lean. C'est des démarches managériales, les démarches OPEX lean. Le gros problème que j'ai vu dans ma carrière depuis que je pratique ça, c'est qu'il y a très, très peu de gens qui ont bien compris que c'est des démarches managériales, qui utilisent que des outils. Et il y a beaucoup de gens qui font des raccourcis sur, ce qu'ils mettent derrière et qui utilisent que des petits bouts et qui, à la fin, sont surpris. C'est un peu comme un puzzle, hein. C'est sûr que les pièces prises séparément sont toutes simples.
Maintenant, si vous voulez avoir l'image globale et la performance maximale, bah, il va falloir assembler les pièces du puzzle le plus correctement possible. Merci Karine. Autre question, comment utiliser l'industrie 4.0 pour réduire la main-d'œuvre indirecte? Ah, indirect. Alors indirect, alors dans le indirect, est-ce que la question portait potentiellement, par exemple, par rapport à de la logistique ou à des choses comme ça? Parce que Oui, oui, ouais, souvent, et oui, effectivement, ouais. c'est par rapport à la logistique, Alors, absolument. par exemple, là, je vous ai montré des cobots tout à l'heure. On a commencé à avoir des cas dans mon entreprise de cobots qui sont associés à des AGV, donc des Automatic Guided Vehicles, c'est-à-dire des petits systèmes qui se déplacent tout seuls, qui viennent chercher une pièce et qui l'emmènent à un autre endroit tout seul. Ça existe. Alors l'AGV, c'est très ancien. Ce qui existe, parce que les premiers AGV, ils ont 50 ans, hein, donc on n'en utilise pas encore beaucoup en France, mais ils ont 50 ans. Ce qui existe aujourd'hui, c'est des SGV, c'est-à-dire, c'est un petit peu ce que vous voyez dans les films, hein. C'est le petit robot du futur qui vient vous chercher une pièce, et qui, tout seul, y compris si vous vous mettez devant lui, va trouver sa vie pour l'emmener à l'endroit où il doit. Donc il n'a pas besoin d'être guidé au sol, mais il va trouver, vous lui dites, ben, la pièce, tu la prends ici, tu l'emmènes là-bas, et bah, s'il faut faire le tour de l'atelier parce il y a des travaux, il fera le tour de l'atelier, mais il trouve sa vie, il trouve sa voie tout seul. Typiquement, c'est ce genre de choses s'applique, attention, ça s'applique sur des choses qui sont sur lesquelles vous vous êtes posé la question de pourquoi j'ai besoin, est-ce que c'est régulier? Donc ça, c'est ces éléments-là. Donc typiquement sur les tâches de transfert, oui, soit tout seul, c'est-à-dire, soit avec des cobots, le fait de combiner les 2, ça prend tout son sens et ça prendra de plus en plus son sens. Petit et compact, je pense, à l'avenir. Parce que vous avez vu ce que je vous ai montré tout à l'heure, plus vous êtes capable d'avoir des petites choses qui, dès que vous commencez à être sur des gros cobots ou en fonction de la taille de l'usine, ça peut être approprié, mais ça peut être compliqué. On a aussi dans nos locaux, chez Target par exemple, on a aussi des magasins, on en a un, quasiment complètement automatisé qui fonctionne tout seul. Ouais. On a les premiers. Il y a de la main-d'œuvre pour la partie relation client, etc., dans le magasin, mais on a quasiment plus personne. Ça commence à exister. Ouais. Alors, c'est compliqué, hein, d'expérience, juste pour partager mon expérience, les bugs techniques sont nombreux au démarrage. Parce que même les fournisseurs d'AGV ou d'éléments automatisés, ils sont pas encore complètement. Donc, ils apprennent avec vous. D'accord. Très bien, merci Karine. Autre question, comment les différentes usines sont-elles comparées? C'est-à-dire, comment les améliorations observées sur un site sont-elles partagées sur les autres sites? Alors, moi, ce que j'aime bien quand on compare les sites, c'est rare qu'il y ait un site qui soit parfait sur tout. Donc, ma recommandation, c'est quand vous comparez des usines, déjà, c'est de les laisser se comparer entre eux avec les bonnes pratiques. Les bonnes pratiques, c'est une bonne façon d'aider les usines à identifier s'il y a des gens qui font mieux qu'elles. Mais un point qui est important pour moi de comparer, que chacun puisse trouver quelque chose à copier chez l'autre. Et on l'a très souvent, y compris dans mon entreprise, où vous allez prendre des indicateurs de performance. Les gens vont se rendre compte que des usines sont meilleures qu'elles sur certains indicateurs et derrière, comment elles font. Alors en règle générale, les meilleurs en sécurité, sont très souvent bons sur d'autres sujets. Donc ils sont très souvent bons sur la qualité, la delivery. Nos meilleures usines sont en règle générale celles qui, au début, sont les meilleures en sécurité. Mais il peut y avoir des sujets mon expérience positive, c'est que vous aimez bien copier votre voisin si votre voisin vous a déjà copié. C'est-à-dire que si c'est toujours le même qu'il faut copier et s'il y a jamais quelque chose, vous allez pas être enclin à vouloir, toujours aller appliquer quelque chose qui a été fait par quelqu'un d'autre. Donc la meilleure façon de motiver les usines à se copier entre elles, c'est de mettre en avant ce que les unes et les autres font bien pour qu'elles aient envie de partager toutes seules et qu'elles se copient dans quelque chose qui est une compétition positive. Plus que de les mettre en compétition en disant, vous avez vu, celle-là, elle est vraiment pas cette usine-là, elle est vraiment pas. C'est rare que dans une usine, l'usine soit vraiment pas bonne sur tout. Dans ce cas-là, il faut envoyer une task force et puis les aider vraiment. Mais en règle générale, mon meilleur conseil, c'est d'aider à mettre
le doigt sur les choses qui peuvent se copier à droite à gauche pour que les gens aient vraiment envie de se copier les uns et les autres. D'accord, très bien. Et alors, on nous demande si vous pouvez illustrer quel impact le lean management, pardon, que vous avez commencé à déployer chez Target en 2020 a eu sur les performances qualité. Alors, je vais peut-être par contre couper, quelqu'un peut peut-être couper, ma présentation parce que je pense que c'est pas la peine que du coup qu'on l'ait à l'écran. Hem, alors quel impact qualité? Alors déjà les réclamations, on a vraiment, on a, je dirais, réduit, divisé par 5 notre niveau de réclamation client et on est très, très bas. On protège bien nos clients. Ça a été le premier sujet, chez Tarkett qu'on a travaillé, c'est faire en sorte que ce qu'on faisait, ça protège notre client et là, ce qu'on continue à faire, c'est s'assurer que notre client, continue à être protégé, donc on continue à s'améliorer, mais tout en faisant ça au moindre coût. Parce que vous pouvez protéger votre client, mais ça vous coûte une fortune. Donc le but, c'est, comment je protège mon client et que je génère pas de réclamations en travaillant sur mes processus en interne pour qu'ils soient le plus efficaces possible, y compris en R&D. Donc en fait, toutes ces démarches-là, moi j'ai la R&D, évidemment, on les applique aussi en R&D. Là où quand vous avez de la R&D dans une entreprise, là où on peut avoir un gros impact en termes d'efficacité, c'est en amont. Donc voilà, on a travaillé à la fois sur la protection du client et pour impacter la qualité, on travaille à la fois sur la R&D et on continue à travailler sur nos processus internes. Très bien. On va finir par une dernière question, parce qu'il y a beaucoup de questions, donc désolé, on ne pourra pas répondre à toutes les questions, mais l'heure tourne, donc une dernière question pour vous, Karine. L'industrie 4.0 nécessite des investissements de connectivité, notamment dans l'IoT, en amont. Comment les justifier alors que le use case et donc le ROI ne sont pas encore avérés? Alors, on a une bonne entreprise là-dessus parce que je pense pas qu'on est au super top, on a voilà, on est une entreprise qui a Target, c'est dans la moyenne de ce qui se passe aujourd'hui. Il y a des, alors évidemment, tous les aspects de cybersécurité et cetera donc sont à calibrer avec l'IT. Mais il y a un certain nombre, quand je vous ai présenté tout à l'heure, des cobots ou les exosquelettes, ce ne sont pas des choses qui sont plus compliquées à mettre en œuvre que des robots au sens large. Et tout ça, ça nécessitait pas. Il y a l'IT et on va dire le fait d'avoir les interfaces commencent à être compliquées dès que vous êtes sur la réalité augmentée ou de la réalité virtuelle ou sur des sujets comme ça. Donc en fait, quand vous commencez à identifier les solutions, ce qui est important, c'est que vous fassiez ce travail-là et c'est ce qu'on a fait avec l'IT, de façon à se mettre d'accord sur le plan de marche, sur comment eux, ils avaient une force de frappe pour nous accompagner aussi. Parce on est dans une entreprise, on a des ressources limitées au niveau, IT comme dans beaucoup d'entreprises. Et donc on y va au fur et à mesure. C'est aussi pour ça que quand je parlais tout à l'heure de la matrice de priorité, c'est aussi ça fait partie de ces choses-là. Il y a des sujets, qui sont plus risqués parce qu'ils ouvrent les systèmes au niveau IT ou là, typiquement, si vous le faites pas avec dans le groupe de travail qui va prioriser les solutions, il faut évidemment qu'il y ait, les opérationnels et il faut qu'il y ait les IT parce que derrière, peut-être que, on va dire qu'il y a de l'impact, que c'est pas très compliqué, mais que c'est cyber, risqué. Donc bah, vous allez déprioriser, vous allez reprioriser la solution en fonction de ça. D'accord, très bien. Merci Karine. Alors, Merci. on m'a demandé à plusieurs reprises si la présentation serait disponible. Oui, elle le sera, et notamment diffusée au travers de LinkedIn dès lundi. Voilà, mais voilà, exactement. Et puis si les gens si je peux répondre off, Delphine, si certains ont vraiment besoin que je réponde à leurs questions, je pourrais répondre par mail ou voilà, par LinkedIn. Si certains reposent leurs questions par LinkedIn, je répondrai, il n'y a pas de souci. Bon, bah super. Bah, écoute, merci infiniment, Karine. Donc, Merci. c'était évidemment passionnant et très concret. Donc, comme l'indiquait Nathalie, si vous voulez voir ce replay, nous vous invitons à nous suivre sur notre page LinkedIn Delvin Management. Donc, nous l'annoncerons lundi.
Donc, merci de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous le 11 janvier pour notre 5e Delville Academy, toujours avec Karine. Nous parlerons cette fois des équipes multiculturelles, la prise en compte de la diversité et l'activation des potentiels auprès d'équipes délocalisées. Donc, sujet encore tout à fait passionnant. Donc, en attendant de vous revoir, nous vous souhaitons de très, très belles fêtes. À très bientôt. Au revoir. Merci, belle fête de fin d'année à tout le monde. Merci à tous. Merci Karine. Au revoir. Merci, au revoir.